Le métier de consultant est la conduite du changement. Afin de déterminer les mesures de changement à prendre, le consultant doit déterminer, c'est lui le boss là, quels objectifs précis doivent être atteints. C'est lui le consultant qui va déterminer, personne d'autre. À la fin de son travail, il faut qu'il détermine la mission aussi qu'on m'a donnée. Quel est l'objectif qu'il va atteindre? Parce que ce qu'on vous a écrit dans le TDR, c'est la théorie. Toi, tu es sur le terrain. Tu as plus d'informations que ceux qui ont élaboré le TDR. Donc, tu devrais normalement donner une visibilité plus forte que ceux qui ont élaboré le TDR. Ceux qui ont élaboré le TDR peuvent être descendus sur le terrain, mais majoritairement, ils élaborent le TDR à partir du bureau. Et à élaborer le TDR à partir du bureau, on n'est pas capable d'avoir la même connaissance que ceux qui ont élaboré le TDR étant descendus sur le terrain. Quelles étapes sont nécessaires pour y parvenir? C'est le consultant qui doit dire quelles étapes sont nécessaires pour y parvenir. C'est son rôle. Quel est le calendrier de transformation? C'est le consultant qui doit répondre à ces trois questions. S'il n'est pas capable de répondre à ces trois questions, la mission l'a dépassé. Qui rentre chez lui? Qui rentre chez lui? Il n'y a pas de concession là-dessus. Les trois questions-là, c'est lui qui doit dire les objectifs qui doivent être atteints. C'est lui qui doit dire quelles sont les étapes nécessaires pour y parvenir. C'est lui qui doit élaborer le calendrier de transformation. Il répond à ces trois questions. À ces trois questions. C'est lui le boss. S'il ne peut pas répondre à ces trois questions, qu'il change de métier. Il n'est pas bon pour être consultant. Il est bon pour faire toute autre chose. Nous allons voir comment traduire les préoccupations exprimées par le client en propositions d'intervention répondant aux véritables enjeux. Parce que le client n'est pas supposé connaître à la lettre le problème qu'il a. Il va vous l'exposer, il va vous diriger des TDR, des thèmes de référence, mais vous devez passer au travers pour scruter quelle est la problématique exacte. Donc nous allons voir ça dans le 1. Dans le 2, nous allons voir comment convaincre le client sur la démarche par la création de la valeur. Donc une fois que nous avons compris son problème, comment est-ce que nous devons le convaincre? Nous devons convaincre le client, dire au client, ok, voici quel est ton problème. Donc, on doit dire ça au client de façon méthodique, de façon professionnelle. J'ai mis partout là, entre parenthèses, le consultant, parce que ce sera votre job de faire ça. Comment travailler en équipe pour un même objectif? On a vu hier que vous allez travailler rarement seul. Vous avez plus de chances à être une équipe que d'être un seul consultant. Donc, vous allez travailler normalement seul, mais quand vous allez travailler en équipe, il faut que vous soyez bien organisé comme une équipe de football. Si elle n'est pas bien organisée, l'adversaire va les battre. Et il faut donc organiser ce qu'on appelle les jeux de rôle. Les rôles doivent être correctement définis. Comment faire en sorte que le client s'approprie les résultats de l'intervention? Il n'y a rien de plus frustrant en tant que consultant de faire un travail qui est peut-être excellent, mais il n'y a pas d'appropriation du client par rapport aux résultats de votre recherche, aux propositions que vous avez apportées. Donc, honnêtement, vous aurez perdu votre temps. Vous seriez payé, mais ce pourquoi vous êtes venu, le jour où vous allez prendre l'avion partir, tous les gens que vous avez rencontrés vont vous oublier. Ce que vous êtes venu faire n'aura aucune valeur
parce qu'il n'y a pas eu d'appropriation. Le terme s'approprier est très important. Il faut que le client s'approprie de la production que vous avez mise en œuvre. Le travail participatif. Donc, il faut associer le client à votre travail. Si vous travaillez seul, même si votre travail est impeccable sur le plan de la production, mais si le client n'y participe pas, il y a très peu de chances qu'il s'en approprie. Donc, l'appropriation est très, très importante. L'animation d'une équipe. Il faut savoir animer une équipe pour profiter de façon optimale des ressources de l'équipe. Parce que si vous n'animez pas bien votre équipe, les potentialités de l'équipe ne seront pas utilisées de façon optimale. Quelle méthode, quel outil, quelle bonne pratique utiliser en fonction du problème posé? Je vais partager avec vous la méthode que moi j'aime utiliser. Mais il y a d'autres méthodes sur le plan scientifique. Il y a eu court-circuit. Mais le court-circuit n'est qu'une cause. Donc le problème, c'est l'électricien qu'on doit aller arrêter. C'est lui qui a induit le monsieur à acheter le mauvais matériel. L'installation a été mal faite. C'est pour ça que la maison a brûlé. Donc c'est exactement comme ça les problèmes d'entreprise. Donc tout le monde se concentre sur la cause. Et quand tu dis que tu parles de la cause, il est convaincu que c'est le problème central. Donc le véritable problème, c'est identifier le problème central. Et le consultant doit être capable, en un clic, de trouver le problème central. Mais puisque le problème central, lui, n'est pas au Zimbabwe, le consultant vient du Cameroun, il va au Zimbabwe résoudre un problème, il n'est pas au Zimbabwe, il ne vit pas dans cette entreprise. Donc, le travail de l'arbre à problème doit être un travail participatif. Parce que s'il reste au Cameroun, il a beau être intelligent comme vous ne pouvez pas imaginer, il ne peut pas, lui seul dans son bureau, élaborer l'arbre à problème. Il va rater. Ce serait un arbre à problème faux. Alors que quand il va arriver au Zimbabwe et qu'il va faire travailler les Zimbabwéens qui vont participer à l'élaboration de cet arbre à problème, les Zimbabwéens vont l'aider en 2 secondes. Il va trouver le problème central. Et quand il va trouver le problème central, là maintenant, il peut maintenant commencer à savoir comment je vais maintenant proposer les solutions. Et tout le monde va dire, ah, il est fort. Non, il est fort parce qu'il connaît la même méthodologie. Donc, si vous n'utilisez pas ce genre de méthode, un, vous ne serez pas scientifique. 2, vous allez perdre un temps inouï. Vous avez vu des consultants qui vont 3 fois quelque part, le problème n'est jamais résolu. Donc, l'une des applications, là d'où viennent les problèmes d'arbres à problème et d'arbres objectifs, c'est au niveau électrique. Parce que tout le monde au niveau électrique va se concentrer sur la cause. Très peu de gens te parleront du problème. Au Cameroun, il n'y a pas de loi sur les installations électriques. C'est-à-dire il y a d'autres métiers pour lesquels les facturations sont par horaire ou bien de manière mensuelle. Mais pour les missions de consultation de manière générale avec les bailleurs, la mission elle est facturée par jour et c'est défini dans les thèmes de référence au début. La négociation se fait, et on va revenir sur les critères de négociation et comment négocier. Et la négociation se fait chaque fois avant la signature de contrat et non après. Donc même lorsqu'on vous envoie une proposition de contrat avec des montants de prestations, ce sont des propositions. Même s'ils disent que c'est ça, ce sont toujours des propositions. Vous pouvez revenir sur ces montants si vous n'êtes pas satisfait. Ce sont des astuces des bureaux d'études. Ensuite, ce n'est pas parce que vous facturez moins cher que vous serez sélectionné. On en a parlé. Ce qui fait qu'on vous sélectionne ou bien qu'on s'intéresse à votre candidature, c'est la qualité de votre CV. Et c'est ça qui est un élément pour votre négociation. Ce n'est pas parce que vous dites que vous êtes moins cher qu'on va vous sélectionner par la suite. Alors là, c'est une facturation farfelue, donne plutôt l'image d'un aventurier en quête d'opportunité. Oui. Alors, pour déterminer le montant des honoraires, il faut un certain nombre d'informations que vous puissiez avoir. La première information, c'est connaître l'organisme. On a dit au début que l'Union européenne facture de manière générale un peu plus cher. Lorsque vous travaillez avec la GIZ, on va le voir aussi dans les perdièmes, c'est moins élevé. Lorsque vous travaillez avec la BAD ou la Banque mondiale, c'est plutôt intermédiaire. Ça veut dire que pour un expert senior, par exemple, l'Union européenne peut être à 500, 600.
qui vous propose par le cabinet. C'est ce que vous recevez à la fin. Dépendamment de votre capacité de négociation, dépendamment de votre expertise dans le domaine, ça peut être dans ces eaux. Alors que la Banque mondiale ou la BAD vont vous facturer en dollars, même s'ils mettent 600 ou 500, ce n'est pas la même chose parce que le dollar est moins, voilà. Et la GIZ, vraiment, on va voir un exemple, c'est vraiment bien plus bas. Donc, la connaissance de l'organisme est importante dans votre négociation. Savoir si c'est un organisme qui paye ou qui ne paye pas. Et ça passe par différentes méthodes. Vous devez demander à des gens qui ont déjà travaillé avec ce type de bailleur pour avoir une idée de la facturation. Votre compétence ou votre réputation est un élément de négociation. Vous avez déjà de manière antérieure eu à faire cette mission. Vous avez des références qui attestent votre compétence dans cette mission. Le bailleur vous connaît. Votre réputation peut être pour vous un élément lors de la négociation de votre contrat. Et ça, vous le savez quand vous négociez. Ensuite, votre emploi du temps. Vous savez, lorsque les experts, de manière générale, ont passé beaucoup de temps sans travailler, ils sont prêts à revoir les prix. Okay? Parce que vous avez besoin que, lorsque vous déroulez votre CV, qu'on puisse voir que vous n'avez pas passé 2 années sans rien faire. Ça peut se justifier parce que vous étiez en formation et là, ça se voit dans votre CV. Vous aurez pu aussi être malade et là, les bureaux vous demandent toujours. On voit un espace là, qu'est-ce que vous avez fait pendant ce temps? Vous pouvez dire, ok, j'ai été souffrant, ça se comprend. Ou bien j'ai fait telle formation, c'est dans le CV. Ou bien j'ai occupé un poste de responsabilité quelque part que je ne mets pas forcément parce que ça peut être un poste politique. Lorsque les gens occupent des postes politiques, à un moment donné, ils décident de ne pas le mettre sur le CV forcément, dépendamment de plusieurs raisons. Voilà. Donc, mais si vous êtes disponible, si vous passez beaucoup de temps, les experts ont souvent tendance à vouloir se remettre en selle et accepter les premières propositions. Si un expert a un emploi de temps chargé, il négocie un peu plus fermement ses honoraires parce qu'il sait que de toute façon, s'il n'a pas cette mission au Lesotho, il aura celle-ci au Kenya ou bien il aura celle-ci au Ghana, dépendamment de son expertise, dépendamment du domaine dans lequel il est aussi. Donc, c'est les éléments qu'il faut. Et aussi, les tarifs pratiqués par le concurrent. Ça rejoint un peu le premier point sur l'organisme. Mais même sur le même organisme, vous devez avoir une idée de ce qui est faisable. Nous, on nous appelle souvent pour nous dire, bon, il y a un marché Banque mondiale, bon, je peux négocier à combien, ok? Et donc, dépendamment du CV, dépendamment de la pertinence, on peut vous conseiller pour dire, ça peut être dans telle ou dans telle fourchette que vous pouvez axer votre négociation. Mais si vous connaissez quelqu'un qui a fait la même chose ou un travail similaire, où il était chef de mission, c'est toujours important de lui demander. Ensuite, naturellement, votre aisance à négocier. L'aisance à négocier, c'est la capacité en réalité de négociation. Vous avez, disons, Madame Kewe, vous proposez votre CV pour une mission. Ok, moi je suis le bailleur. Et puis, je suis intéressé par votre profil. Et je vous demande votre proposition. Quelle est votre proposition? Vous me dites peut-être 300 € ou 500 €. La première chose que je fais en tant que cabinet, je peux vous dire, j'ai un budget limité. Maintenant, ça dépend de vous. Est-ce que vous avez des arguments pour que je puisse revoir mon budget? Ça peut être du bluff. Est-ce que vous avez la capacité de pouvoir me faire changer d'avis? C'est ça l'aisance à négocier. Il faut que vous connaissiez, il faut que vous puissiez connaître vos points forts. Il faut que vous puissiez savoir que, ok, ce contrat... il dit par exemple que le budget est limité, mais moi j'ai déjà réalisé cette mission. Okay? Comme à tout, en plus d'avoir réalisé cette mission, je connais le pays, je connais l'environnement, je connais les parties prenantes sur le terrain. Okay? Ce sont des éléments qu'il faut. Donc lorsqu'il vous dit ok, le budget est limité, vous dites ok, bon, moi j'ai l'avantage de faire ceci, mais si vous dites que le budget est limité, bon ben moi je ne peux pas aller au-delà de ça. Et alors, à eux maintenant, ça dépend parce que c'est un jeu de négociation et vous ne savez pas s'ils ont d'autres profils sous la main. Il faut pouvoir le sentir. Comme disait Honoré hier, il peut vous dire que j'ai un autre profil qui me propose, vous proposez 500, qui me propose 400. Vous pouvez dire, ok, bon, vous pouvez aller avec l'autre profil, sachant que vous êtes confortable, mais sachant que vous aussi, vous pouvez entamer des recherches pour savoir quel est l'autre profil éventuel qui est sous la main. Donc, votre aisance à négocier, c'est ça qui détermine le montant après